Sans savoir qu'elle était la petite fille d'un milliardaire, son mari l'a abandonnée dans un refuge après sa fête prénatale. Mais ce qui s'est passé des mois plus tard l'a laissée sans voix. Il ne s'est pas contenté de l'abandonner, il l'a déposée juste devant un refuge pour femmes, sous une enseigne lumineuse qui lui donnait l'impression d'être marquée au fer rouge. Brandon Knoll a garé la voiture, a ouvert la porte passager et a fait un geste comme s'il déposait quelque chose dont il ne voulait plus. Lydia Short se tenait là, enceinte de 7 mois, serrant un petit sac dans son sac à main usé, tandis que son corps tremblait de bien plus que de froid. Derrière le pare-brise, sa mère, Agnès Eldridge, se tenait droite avec un visage qui disait « Cela a été décidé bien avant ce soir ». Sur le siège arrière, Vicky Bray, les talons croisés et les lèvres pincées, regardait Lydia comme si elle regardait une chaise qu'on débarrassait pour elle. Brandon n'a pas élevé la voix, c'est ce qui rendait la scène irréelle. Il s'est penché juste assez pour que Lydia sente son eau de Cologne et entende la phrase qui a coupé plus profondément que n'importe quel cri, « Tu n'es plus mon problème ». La bouche de Lydia s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Son téléphone était inutile. Ses cartes avaient déjà cessé de fonctionner il y a des heures. Sa maison lui était déjà fermée à clé. Et le pire, elle entendait encore la musique de la fête prénatale dans sa tête comme un écho cruel. Quelques heures plus tôt, elle était entrée à sa fête prénatale en pensant que c'était un nouveau départ ruban rose, visage souriant, appareil photo pour les souvenirs. Elle ne savait pas que le microphone n'était pas pour les jeux. Elle ne savait pas que l'enveloppe dans la main de Brandon n'était pas un toast. Elle ne savait pas que Vicky n'était pas une invitée. Maintenant, elle se tenait à la porte d'un refuge en essayant de ne pas s'effondrer, avec un seul étrange réconfort, une vieille bague lourde que son père l'avait supplié de ne jamais mettre en gage. Ce qu'il ne savait pas, ce que Brandon, Agnès et Vicky ne soupçonnaient même pas, c'était ceci, Lydia n'était pas seulement une épouse effacée qu'il pouvait supprimer. Elle était la petite fille d'un milliardaire. Et des semaines plus tard, quand les bons documents referaient surface et que le bon écran s'allumerait dans la bonne pièce, Brandon essaierait de parler pour seulement réaliser que sa voix avait disparu. Chers spectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme se tenir sur ce parking et ne rien dire alors que Lydia est délaissée. Abonnez-vous maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. L'assiette a frappé le comptoir si fort que le pain a sauté. Lydia Short, 30 ans, enceinte de 7 mois et essayant de ne pas trembler, s'est figée en retenant son souffle. Sa main a volé vers son ventre comme un bouclier. Le bébé a donné un coup, net et urgent, comme si même l'enfant à naître pouvait sentir quand une pièce devenait dangereuse. De l'autre côté de l'îlot de cuisine se tenait Brandon Knoll, 33 ans, son mari. Il ne criait pas, c'était le pire. Sa colère vivait dans son silence, la mâchoire serrée, les yeux durs, le genre de regard qui donnait à Lydia l'impression d'avoir fait quelque chose de mal rien qu'en existant. Au bord de la pièce était assise Agnès Eldridge, 58 ans, la mère de Brandon, une femme qui traitait la famille comme une entreprise et l'amour comme un privilège que l'on pouvait perdre. Agnès observait Lydia comme on étudie une tâche que l'on veut frotter pour la faire disparaître. Encore du pain, a marmonné Agnès, la voix sèche de dégoût. Pas étonnant que tu sois comme ça. Elle n'a pas fini la phrase, mais Lydia l'a entendue quand même, lourde, ordinaire, trop, pas assez. Brandon n'a pas repris sa mère. Il n'a pas dit, arrête de parler à ma femme comme ça. Il a simplement regardé Lydia comme si elle l'avait embarrassée avec les courses. Lydia a dégluti. Elle a forcé ses lèvres à esquisser un petit sourire. Elle s'est dit qu'elle pouvait supporter l'ambiance comme elle portait le bébé avec précaution, silencieusement, sans se plaindre parce que Lydia croyait encore que la patience sauvait les mariages. Lydia avait été formée à l'amour silencieux bien avant de rencontrer Brandon. Elle avait grandi dans de petites pièces et de plus petits espoirs, élevée par un homme qu'elle appelait son père, M. Short. C'était un homme stable et fatigué aux mains rugueuses qui n'expliquait jamais pourquoi il déménageait si souvent ou pourquoi le nom de sa mère n'était jamais prononcé en entier. La mère de Lydia était morte quand Lydia était petite, assez âgée pour se souvenir de la chaleur de ses bras, assez jeune pour oublier le son de sa voix. Après les funérailles, leur vie est devenue une série de règles. Règle numéro 1, ne pas demander d'aide aux étrangers. Règle numéro 2, ne jamais se vanter. La règle numéro 3 était dite d'une voix qui ressemblait à un avertissement et à une prière en même temps, on n'emprunte pas sa fierté à l'argent. Si Lydia demandait pourquoi il vivait si simplement, Monsieur Short répondait, la simplicité, c'est la sécurité. Si elle demandait pourquoi sa mère n'avait jamais de famille en visite, son visage se crispait et il disait, certaines familles n'aiment pas, elles possèdent.
Lydia n'a pas compris cette phrase avant d'épouser Brandon. Brandon l'a aimée au début comme si elle était un nouveau départ douce, travailleuse, reconnaissante. Il aimait qu'elle ne réclame rien. Il aimait qu'elle ne se batte pas. Il aimait qu'elle soit facile à façonner. Et Lydia, affamée de stabilité, lui a donné tout ce qui prouvait sa dévotion. Elle a utilisé ses économies de l'argent qu'elle avait mis de côté après des années de vie prudente pour aider Brandon à payer une formation professionnelle qui a boosté sa carrière. Elle a vendu sa vieille voiture, celle que Monsieur Short lui avait laissée, pour que Brandon puisse éponger une dette qui le stressait. Quand Brandon a insisté pour que le bail et les factures restent à son nom pour des raisons de crédit, Lydia a accepté, croyant que le mariage signifiait la confiance, pas la paperasse. Ce que Lydia a gardé, parce que son père lui avait fait promettre, c'était une petite boîte à bijoux dont elle ne parlait jamais. À l'intérieur se trouvait une lourde bague en or au design étrange. Quand il la lui avait donnée, Monsieur Short avait l'air plus sérieux qu'elle ne l'avait jamais vu. Ne la mets jamais en gage. Ne l'échange jamais. Si jamais le monde devient froid et que tu n'as nulle part où aller, il y a un refuge pour femmes appelé Westbrook. Demande une femme nommée Bertha. Montre-lui cette bague. Elle saura quoi faire. Lydia avait ri nerveusement à l'époque. Cela semblait dramatique. Elle pensait qu'il avait juste peur qu'elle finisse pauvre et seule. Elle n'imaginait pas que la bague faisait partie d'un plan discrètement écrit il y a des années, une identité enterrée à dessein, protégée par la loi, verrouillée derrière une confirmation ADN et des conditions. Une fiducie protectrice existait à son nom, prévue pour s'ouvrir complètement à ses 35 ans, ou plutôt si des preuves juridiques montraient qu'elle avait été dépouillée de sa sécurité et de son soutien. Elle ne savait pas cela. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle s'était mariée dans une famille qui la regardait maintenant comme une erreur. Lydia s'est retournée vers la table et a plié les vêtements de bébé, une petite grenouillère à la fois, lissant chaque pièce comme si cela pouvait lisser sa vie aussi. Le sac de maternité était ouvert à côté. Elle l'avait préparé tranquillement, en fredonnant plutôt, essayant de garder son cœur calme pour le bébé. Mais la présence de Brandon avait changé l'atmosphère. Il l'observait depuis le pas de la porte comme un manager observe une employée qui ne cesse de faire des erreurs. Il avait l'habitude de toucher son ventre et de sourire, maintenant, il fixait surtout son téléphone comme si quelque chose à l'intérieur importait plus que la vie que Lydia portait. Agnès ne prétendait plus être gentille. Elle n'en avait pas besoin. « Tu manges tout le temps », a dit Agnès, les yeux plissés. « Après tu t'étonnes d'avoir l'air fatigué. » Lydia a senti le rouge lui monter aux joues. Elle s'est dit de ne pas réagir. Réagir donnait du pouvoir à Agnès. Brandon a enfin parlé, d'une voix basse et froide. « Ne commence pas de drame, Lydia. Ne me fais pas honte, c'est tout. » Lui faire honte. Comme si sa grossesse était une erreur publique. Comme si son corps était un projet honteux. Lydia a ouvert la bouche, peut-être pour dire qu'elle n'essayait de faire honte à personne, peut-être pour demander ce qui avait changé. Mais les mots sont morts quand le téléphone de Brandon a vibré. Il l'a consulté rapidement, détournant l'écran. Lydia l'a remarqué quand même, le mouvement rapide, la posture défensive, la façon dont ses yeux se sont durcis comme si le message lui avait rappelé quelque chose qu'il voulait. Elle s'est dit de ne pas imaginer de choses, de ne pas accuser, de ne pas devenir la femme, trop émotive, qu'Agnès voulait qu'elle soit. Pourtant, le bébé a encore donné un coup, et l'estomac de Lydia s'est serré avec un avertissement silencieux et rampant. Elle s'est souvenue d'avoir eu 16 ans, pleurant à cause d'un ami d'école qui avait soudainement cessé de lui parler. Monsieur Short l'avait regardé pendant un long moment et avait dit, « Certaines personnes ne te gardent près d'elles que tant que tu es utile. Au moment où tu deviens encombrante, ils agiront comme si tu n'avais jamais compté. » Lydia avait détesté cette phrase. Maintenant, elle revenait comme une ecchymose qu'on oublie jusqu'à ce que quelqu'un appuie dessus. Ce soir-là, quand Agnès est allée dans la chambre d'amis et que Brandon a disparu dans le couloir avec son téléphone, Lydia a discrètement ouvert sa boîte à bijoux. Ses doigts ont trouvé la bague lourde, froide, étrange. Elle l'a tenue dans sa paume et s'est sentie idiote d'avoir besoin du réconfort du métal. Depuis le couloir, la voix d'Agnès a dérivé dans la maison, assez douce pour être privée, assez tranchante pour blesser. « C'est un boulet », a chuchoté Agnès à Brandon. Et une fois que le bébé sera là, elle sera un poids mort. Il y a eu une pause. Puis la voix de Brandon, plus basse, acquiesçant sans le dire explicitement. Lydia a eu le souffle coupé. Sa main s'est serrée autour de la bague. Le téléphone de Brandon a encore vibré, plus près cette fois.
Lydia est entrée dans le couloir avant de pouvoir s'en empêcher. Elle a vu le nom sur l'écran pendant une demi-seconde avant que le pouce de Brandon ne le couvre, Vicky. Le visage de Brandon a changé instantanément, moins d'irritation, plus de concentration, comme si le message avait un but, comme si c'était des instructions. Agnès est apparue derrière lui, les yeux brillants d'une satisfaction privée qui a glacé la peau de Lydia. « Réponds » a murmuré Agnès. « Ne la fais pas attendre. » Lydia se tenait là, enceinte et silencieuse, réalisant quelque chose qui lui a asséché la gorge. Ce n'était pas un mariage qui battait de l'aile. C'était un plan qui se déroulait, et la prochaine personne qui entrerait dans leur maison ne serait pas une invitée. Ce serait une remplaçante. Bientôt, Lydia ne verrait plus seulement ce nom sur un écran, elle verrait Vicky Bray assise là où Lydia devrait être. La porte d'entrée s'est ouverte sans frapper. Tout le corps de Lydia s'est figé. Le bébé a donné un coup fort, comme une sonnette d'alarme à l'intérieur d'elle. Elle se tenait dans le salon avec une couverture pliée dans les mains quand elle a entendu des talons, des clics secs et assurés traversant le sol comme si la personne était déjà chez elle. Brandon n'a pas eu l'air surpris. Ce fut le premier coup. Agnès ne s'est même pas levée. Ce fut le second. Puis la femme est apparue. Vicky Bray, 32 ans, élégante, mince et souriante comme si elle avait déjà gagné, est entrée vêtue d'un manteau ajusté qui semblait cher et d'une assurance qu'il était encore plus. Ce n'était pas une amie. Ce n'était pas une cousine. Ce n'était personne que Lydia avait jamais rencontré. Mais Vicky regardait la maison de Lydia comme si elle inspectait un achat. La bouche de Lydia est devenue sèche. Brandon avait dit que ce serait un truc rapide pour le travail, juste de la paperasse, juste une réunion, rien de personnel. Pourtant, le regard de Vicky s'est posé sur le ventre de Lydia et ne s'est pas adouci. Il s'est aiguisé, amusé. « Oh » a dit Vicky avec légèreté, comme si elle venait de remarquer une décoration. « Alors, vous êtes vraiment proche du terme. » Lydia s'est tournée vers Brandon, attendant qu'il s'explique, attendant qu'il ait l'air honteux. Il a seulement ajusté sa chemise et s'est raclé la gorge comme si c'était lui qu'on dérangeait. « Voici Vicky » a dit Brandon. Sa voix était calme, presque fière. Elle aide pour la stratégie commerciale, pour mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, aider. Lydia n'avait jamais entendu ces mots à l'intérieur de sa maison auparavant. Agnès a enfin pris la parole depuis son siège, sa voix lisse comme une lame. Ne reste pas là comme une statue, Lydia. Offre-lui quelque chose. Offre-lui quelque chose, comme si Vicky était une invitée. Les doigts de Lydia se sont serrés sur la couverture. La politesse était la seule armure qu'on lui ait jamais apprise. Bonjour, a réussi à dire Lydia. Ravi de vous rencontrer. Vicky a souri de plus belle, mais cela n'atteignait pas ses yeux. J'en suis sûr. Lydia s'est dit de ne pas paniquer. Cela pouvait encore être normal. Les gens d'affaires allaient et venaient. Brandon avait été occupé ces derniers temps. Peut-être que c'était juste ça. Mais rien dans la pièce ne semblait normal. Brandon restait près de Vicky, pas de Lydia. Son corps était orienté vers l'autre femme, comme si c'était là que résidait son attention désormais. Et Agnès observait Lydia comme un superviseur observe un ouvrier sur le point d'être remplacé. Lydia l'a vu dans les petits détails. Vicky n'a pas demandé avant de s'asseoir. Elle a choisi le siège que Lydia utilisait toujours près de Brandon, près du centre. Elle a croisé les jambes lentement comme si elle s'installait en position. Quand Lydia s'est dirigée vers son propre siège, Agnès a tapoté la chaise légèrement avec ses doigts. « Laisse-la s'asseoir là » a dit Agnès. « Tu peux prendre le côté. » Le côté ? Comme si Lydia faisait partie du personnel. Brandon n'a pas protesté. Il n'a pas dit « c'est la chaise de ma femme ». Il n'a même pas regardé le visage de Lydia. Il a juste dit « ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. » Lydia l'a répété dans sa tête comme une prière. Son cœur battait trop vite, comme si son corps comprenait ce que son esprit refusait d'accepter. Vicky a commencé à parler du travail de Brandon avec un ton aisé et pratiqué, comme si elle appartenait à sa vie. « Vos dépenses sont désordonnées », a dit Vicky en sortant un mince dossier. Quelques inefficacités, quelques pertes. Pertes. Lydia a entendu le mot et a senti son estomac se nouer. Vicky a tourné une page et a montré quelque chose. Brandon s'est penché pour voir assez près pour que Lydia puisse sentir le parfum de Vicky depuis l'autre bout de la pièce.
Agnès souriait comme si elle regardait une performance qu'elle avait payée. Lydia essayait de comprendre. Elle avait soutenu Brandon. Elle avait économisé de l'argent pour lui. Elle s'était sacrifiée. Elle s'était tue quand il s'emportait. Elle avait souri malgré sa distance. N'était-ce pas cela que signifiait la dévotion? Puis Vicky a dit de cette même voix décontractée, beaucoup de schémas de dépenses ils sont émotionnels, pas stratégiques. Si vous voulez que les investisseurs vous respectent, nous devons éliminer ce bruit. Ses yeux ont glissé vers Lydia. L'insulte était douce, habillée de mots professionnels. Mais Lydia l'a senti tomber comme une gifle. Brandon a acquiescé. C'est ce que je disais. La gorge de Lydia s'est serrée. Il le disait? Disait quoi à son sujet? Agnès s'est penchée en avant, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Lydia ne comprend pas comment fonctionne la pression. Elle pense que la vie, ce sont des sentiments. Les joues de Lydia se sont empourprées de honte. Elle voulait se défendre. Elle voulait dire qu'elle avait été celle qui maintenait ce foyer pendant que Brandon courait après le statut, mais la pièce était liguée contre elle. Et le bébé a encore donné un coup, fort, comme s'il exigeait qu'elle les protège. Vicky n'était pas bruyante. C'est ce qui la rendait dangereuse. Elle parlait en chiffres et en rapports. Elle utilisait des mots comme audit, risque et hygiène financière. Elle rendait cela officiel, comme si l'existence de Lydia pouvait être mesurée et réduite. Vicky a jeté un coup d'œil autour du salon. Cet espace pourrait être optimisé aussi, a-t-elle dit en souriant. Moins de désordre, moins de douceur. Douceur. Lydia savait qu'elle parlait d'elle. Brandon a ri un rire court et tranchant. Tu devrais voir comment elle prépare les affaires de bébé, comme si on ouvrait une crèche. Il avait l'habitude de sourire devant les vêtements de bébé. Il les tenait et plaisantait sur les minuscules chaussettes. Maintenant, il faisait passer sa joie pour de la stupidité. Agnès a ajouté calmement, il a besoin d'une partenaire qui ne le freinera pas. Quelqu'un qui comprend les chiffres. Partenaire. Les doigts de Lydia tremblaient. La bague de son père a traversé son esprit, lourde et froide. La voix de Monsieur Short a résonné aussi, on n'emprunte pas sa fierté à l'argent. Mais dans cette maison, la fierté venait du statut. Et Lydia était traitée comme un passif. Le regard de Vicky est retombé sur le ventre de Lydia. Ses lèvres se sont courbées juste un peu, et elle s'est penchée vers Agnès comme si Lydia n'était même pas là. Une fois que le bébé sera là, a murmuré Vicky, assez bas pour sembler privé mais assez fort pour que Lydia saisisse, elle sera trop fatiguée pour s'opposer à quoi que ce soit. C'est là que nous finaliserons les changements. Agnès n'a pas réagi avec choc. Elle a hoché la tête une fois, lentement et avec certitude, comme si le plan avait déjà été écrit. Le téléphone de Brandon a vibré. Il l'a vérifié et a souri comme si quelque chose avançait exactement comme prévu. Lydia a senti son cœur sombrer. Trop fatiguée pour s'opposer à quoi? Vicky s'est levée, lissant son manteau comme si elle se préparait à partir ou à revenir quand elle le voudrait. Avant de sortir, elle s'est retournée et a dévisagé Lydia de haut en bas, calme et cruelle. Concevoir pour le succès, a dit Vicky avec légèreté, sa voix douce comme du poison. Certaines personnes doivent être supprimées. Brandon ne l'a pas reprise. Agnès a souri, et Lydia a réalisé avec un frisson glacial que ce n'était pas seulement une liaison cachée dans l'ombre. C'était une prise de pouvoir qui se déroulait sous ses yeux. Brandon a mis la main dans sa poche et a sorti une épaisse enveloppe. Sa prise était ferme, son expression plate, comme s'il s'était exercé devant un miroir. Il a posé l'enveloppe sur la table. Pas pour Vicky, pour Lydia. Les yeux de Lydia se sont fixés dessus, le souffle coupé, l'estomac noué, parce qu'elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour sentir ce que c'était. À la fête prénatale qu'il préparait, cette enveloppe ne resterait pas privée. Elle deviendrait un spectacle. Le microphone a hurlé. Un sifflement aigu ailé a déchiré la salle de réception de l'hôtel au moment même où Lydia entrait, si perçant qu'il l'a fait tressaillir et presser sa paume contre son ventre. Le bébé a sursauté, surpris lui aussi. Des flashs ont crépité en même temps, des éclats de lumière vive qui ont fait scier Lydia comme si elle était montée sur scène et non à une célébration. Pendant une demi-seconde, elle n'a pas pu respirer. Puis elle a vu les décorations rubans roses, ballons, lettres brillantes, bienvenue bébé, et a forcé ses poumons à fonctionner à nouveau. C'est juste une fête prénatale, s'est-elle dit. C'est censé être joyeux.
Mais la façon dont les gens la regardaient n'avait rien de joyeux. C'était curieux, dans l'attente, comme s'ils regardaient un spectacle qui n'avait pas encore commencé. Les yeux de Lydia ont cherché dans la foule jusqu'à ce qu'elle trouve Brandon. Il se tenait près de l'avant, près du pied du micro, une main sur une enveloppe épaisse. Sa prise était trop serrée. Ses épaules étaient trop raides. Il ressemblait à un homme tenant quelque chose de lourd qui n'était pas du papier. Agnès était près de lui, calme et parfaitement vêtue, balayant la pièce du regard comme elle balayait la vie de Lydia, comme si elle vérifiait que tout était en place. Et puis Lydia l'a vue, Vicky, ne se cachant pas, ne se faufilant pas, se tenant juste là près de la table des cadeaux comme si elle faisait partie de la famille. Elle portait un doux sourire qui semblait tranchant dessous, et ses yeux se sont attardés sur le ventre de Lydia, un battement de trop. L'estomac de Lydia s'est serré. Ce n'était donc pas une simple célébration. C'était un événement. Lydia a essayé de se stabiliser. Elle a gardé un visage doux. Elle a avancé lentement, un pas prudent à la fois, parce que son corps était lourd et la pièce semblait encore plus lourde. Elle s'est dit que Brandon avait invité Vicky pour le travail. Elle s'est dit qu'Agnès agissait bizarrement parce qu'Agnès était toujours bizarre. Elle s'est dit que l'enveloppe était probablement de la paperasse. N'importe quoi valait mieux que la vérité qui se formait dans sa poitrine. Une main a touché le coude de Lydia. Marion Blackburn, 29 ans, l'amie de Lydia rencontrée dans un groupe de soutien prénatal, se tenait à ses côtés avec des yeux inquiets. Marion n'était pas de la famille, mais elle était devenue le genre de personne en qui Lydia avait confiance, le genre de personne qui la regardait comme si elle comptait. Marion s'est penchée, la voix basse. « Ça va ? Tu es pâle. » Lydia a essayé de sourire. « Ne gâche pas la journée, s'est-elle avertie. Ne sois pas émotive. Ne leur donne pas de raison. »« Je vais bien, » a dit Lydia, même si sa gorge était serrée. Le regard de Marion a glissé derrière Lydia vers Brandon et Agnès. Ça ne ressemble pas à une fête prénatale normale. Le cœur de Lydia a battu plus vite. Elle voulait le nier, mais elle ne le pouvait pas. La pièce était remplie de gens que Lydia connaissait à peine, certains collègues de Brandon, quelques parents éloignés qui l'ignoraient d'ordinaire, et des inconnus tenant des téléphones comme s'ils étaient prêts à tout enregistrer. Pourquoi y avait-il tant de caméras ? Le regard de Lydia s'est posé sur un homme avec un équipement de caméra professionnel vers le fond. Ce n'était pas un invité, il avait été engagé. Agnès avait organisé cela. Bien sûr. La joie avait été invitée, mais l'effroi s'était assis le premier. Agnès s'est approchée avec un sourire éclatant qui ne réchauffait jamais ses yeux. « Te voilà enfin », a dit Agnès, assez fort pour que les autres entendent. « Ne reste pas sur le pas de la porte. Les gens attendent de te voir. » Attendent, pas célèbres. Attendent. Agnès a guidé Lydia vers l'avant avec une main ferme dans son dos, la dirigeant comme un accessoire. Le regard de Lydia a cherché une chaise. Sa chaise, le siège qu'elle attendait près de Brandon, était occupé. Vicky y était assise, les jambes croisées, détendue, amusée, tenant un verre comme si elle était l'invitée d'honneur. Lydia s'est arrêtée de marcher. Agnès ne s'est pas arrêtée. Elle s'est penchée et a murmuré, tout en souriant, « Prends le siège sur le côté, Lydia. Ne rends pas les choses gênantes. » Le siège de côté était près du mur, plus proche de la table de service que de Brandon. Ce n'était pas une place pour la mère. C'était une place pour quelqu'un qui ne comptait pas. Lydia a senti la chaleur monter derrière ses yeux. Elle l'a combattue. Elle s'est assise sur le siège latéral lentement, prudemment. Marion s'est assise près d'elle, protectrice. Brandon n'est pas venu la voir. Il est resté près du micro. Vicky s'est penchée vers Agnès, sa voix basse mais pas assez. Bien. Elle s'assiera là où est sa place. Les doigts de Lydia se sont crispés sur le bord de sa chaise. Agnès avait conçu cela comme une performance publique, enregistrée, inévitable. Il y avait un programme, jeu, discours, photos. Le micro n'était pas là pour s'amuser, il était là pour le contrôle. Les caméras n'étaient pas là pour les souvenirs, elles étaient là pour une version de l'histoire, mais pas celle que Lydia aurait voulu. Agnès a frappé dans ses mains. Tout le monde, nous allons porter un toast. La foule s'est tournée vers Brandon instantanément, comme si elle savait déjà qu'il allait parler. Le pouls de Lydia martelait ses oreilles. Marion a chuchoté, « Pourquoi tient-il cette enveloppe ?» Lydia n'a pas répondu parce qu'elle ne le pouvait pas. À l'autre bout de la pièce,
Vicky s'est levée avec fluidité et a marché vers Brandon comme si elle était censée se tenir à ses côtés. Elle n'a pas demandé la permission. Elle n'a pas hésité. Elle a pris sa place. Agnès s'est placée derrière eux, parfaitement positionnée assez près pour guider, assez loin pour paraître solidaire. Lydia a essayé de croiser le regard de Brandon. Juste un regard, un signe qu'il était toujours son mari. Mais Brandon fixait le micro comme si c'était la seule chose qui importait. Brandon a tapoté le micro. Un bruit sourd a résonné dans les haut-parleurs. Le silence est tombé, épais et lourd. Puis Brandon a parlé, calme comme la glace. « Elle m'a volé », a-t-il dit. Le souffle de Lydia s'est coupé. La salle a eu un hoquet de surprise. Brandon a soulevé légèrement l'enveloppe comme si elle prouvait quelque chose. Nous avons fait un audit interne à la maison. Les chiffres ne mentent pas, les oreilles de Lydia ont bourdonné. Un audit? Quel audit? Elle n'avait même pas accès à ses comptes. Brandon avait insisté pour que tout reste à son nom. Vicky s'est rapprochée, son épaule touchant presque celle de Brandon, revendiquant l'espace le revendiquant, lui. Agnès s'est déplacée vers la table du gâteau et a posé quelque chose sur le glaçage comme une décoration, des papiers. Lydia a reconnu la forme avant de comprendre. Des papiers de divorce. Agnès a souri à la foule. Il est temps que mon fils soit libéré de ce fardeau, a-t-elle dit, comme si elle parlait d'un déchet, pas d'une personne. Lydia ne pouvait plus bouger. La main de Marion serrait le bras de Lydia. Lydia, qu'est-ce que c'est que ça? La bouche de Lydia s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Puis la chaise de Lydia a soudainement raclé le sol. Quelqu'un derrière elle l'a tirée en arrière assez vite pour la faire sursauter. Son cœur a cogné. Le bébé a donné un coup fort. Lydia s'est retournée, paniquée, et a vu deux agents de sécurité de l'établissement s'approcher par le côté calme, entraînés, déjà briefés. Brandon n'a pas regardé Lydia avec regret. Il l'a regardée comme un problème qu'il avait enfin décidé de supprimer. Lydia s'est levée lentement, tremblante, une main sur son ventre, l'autre cherchant instinctivement son sac à main où la lourde bague de son père était cachée à l'intérieur, froide contre la doublure. La voix de Brandon a encore déchiré le silence. « Escortez-la dehors », a-t-il dit. La sécurité s'est approchée. Marion s'est placée devant Lydia sans réfléchir, courageuse et terrifiée à la fois. « Vous ne pouvez pas la jeter dehors. Elle est enceinte. » L'un des gardes a parlé bas, sur un ton d'excuse. « Madame, l'organisateur de l'événement dit que vous devez partir. Nous ne faisons que suivre les ordres. » Lydia a réalisé dans un éclair d'horreur que Brandon n'allait pas s'arrêter. Il allait aller jusqu'au bout. Et pendant que la foule la regardait tomber, Lydia ne savait pas que quelque chose d'autre lui était déjà enlevé, quelque chose qui rendrait la nuit dehors encore plus glaciale. Le lecteur de cartes a bipé une fois, puis a affiché « Refusé » en lettres rouges vives. L'estomac de Lydia a sombré si vite qu'elle a eu l'impression que le sol se dérobait. Elle se tenait au petit guichet de paiement près de la sortie du parking de l'hôtel, tremblant encore d'avoir été expulsée de sa propre fête prénatale, entendant encore les exclamations de la foule dans ses oreilles. Ses mains tremblaient alors qu'elle repoussait la carte, désespérée, comme si la machine pouvait soudainement faire preuve de clémence. Les yeux de l'employé se sont adoucis de pitié. Ça ne passe pas, Lydia a essayé une deuxième carte. Un autre bip, un autre refus. Dehors, le vent semblait trop tranchant pour sa peau. L'un des agents de sécurité s'attardait près des portes, l'observant comme si elle était un problème qui n'avait pas encore été totalement éliminé. Le téléphone de Lydia a vibré. Un message de Brandon, « Lydia, n'utilise pas les cartes. J'ai tout annulé. Annulé. Pas suspendu. Pas gelé. Annulé. » La gorge de Lydia s'est serrée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus déglutir. Le bébé a donné un coup fort, comme s'il protestait contre la panique montant dans son corps. Elle a serré son ventre et a forcé l'air dans ses poumons. Elle devait partir. Elle devait rentrer à la maison. Même si c'était humiliant, même si cela signifiait supplier, au moins la maison avait un lit. Elle s'est dirigée vers la rue pour appeler un taxi. Avant qu'elle ne puisse lever le bras, la voiture noire de Brandon s'est approchée comme une ombre. La vitre s'est abaissée à moitié. Son visage était calme, trop calme. Sur le siège passager était assise Agnès, regardant Lydia avec cette même satisfaction froide, comme si la journée s'était déroulée exactement comme prévu. À l'arrière,
les jambes croisées, le rouge à lèvres impeccable, Vicky fixait la fenêtre comme si Lydia était une étrangère dans la rue. Le cœur de Lydia a cogné. Ce n'était pas de l'aide. C'était l'étape suivante. Brandon est sorti. L'un des agents de sécurité a bougé avec lui, plus par habitude que par menace, puis s'est arrêté quand Brandon lui a fait signe de s'éloigner. Le garde a reculé vers l'hôtel. Brandon a parlé sans chaleur. Monte. Les lèvres de Lydia se sont entr'ouvertes. Elle voulait demander, où allons-nous? Elle voulait demander, pourquoi fais-tu cela? Elle voulait demander comment un homme qui avait promis de la protéger pouvait la regarder comme un meuble indésirable. Mais le regard de Brandon l'a averti de ne pas parler. Agnès a fait claquer sa langue. Ne reste pas là. Les gens regardent. Des voitures ont ralenti. Quelqu'un a sorti un téléphone. Les joues de Lydia ont brûlé d'une honte qui n'était pas la sienne. Le bébé a encore bougé. La peur a englouti sa fierté. Elle ne voulait pas faire de scène non parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle protégeait la vie à l'intérieur d'elle. Alors, elle est montée. La voiture sentait le désodorisant coûteux et le contrôle. Lydia s'est assise sur le siège passager arrière. Agnès se tenait droite à côté de Brandon à l'avant, comme un superviseur surveillant une livraison. Vicky était prélassée sur le siège arrière à côté de Lydia, les jambes croisées comme s'il s'agissait d'une parade de victoire. Brandon conduisait les deux mains sur le volant, les yeux fixés devant lui, la mâchoire serrée. Personne n'a parlé pendant une longue minute. Le silence était assez fort pour faire mal. Lydia fixait ses mains. Elle essayait de garder sa respiration régulière. Elle essayait de se rappeler qu'elle était encore une personne, encore une épouse, encore une future mère. Elle essayait de convoquer l'ancien Brandon, celui qui riait doucement quand elle prononçait mal un mot, celui qui avait dit un jour qu'il aimait qu'elle ne se soucie pas du statut. Mais le Brandon qui conduisait maintenant ne ressemblait pas à cet homme. Agnès a rompu le silence la première. Tu aurais dû écouter quand nous t'avons dit d'arrêter de faire comme si tu étais à ta place. À sa place où? Dans son propre mariage? Vicky s'est penchée légèrement en avant, sa voix lisse et sucrée de la façon dont le poison peut l'être. Voilà ce qui arrive quand on est émotive au lieu d'être utile. Utile. Le mot a frappé Lydia comme une insulte déguisée en vérité. Brandon a enfin parlé, ne la regardant toujours pas, tu as cherché ce qui t'arrive. Les yeux de Lydia ont piqué. Elle ne savait même pas ce que ce qui t'arrive, était censé être. Elle avait plié des vêtements de bébé. Elle l'avait aimé. Elle était restée fidèle. Elle avait essayé de maintenir la paix. Quel crime la dévotion était-elle devenue dans cette maison? Son téléphone a encore vibré. Un autre message de Brandon, envoyé plus tôt, est apparu quand elle a vérifié l'écran. Lydia, n'essaie pas de retourner à la maison. Lydia a tourné la tête lentement. La maison? La voix de Brandon est restée monocorde. Les serrures ont été changées cet après-midi. Changées. Une phrase simple qui signifiait, tu n'as plus de porte, tu n'as plus de chambre, tu n'as plus de place. Dans son esprit, Lydia a vu Vicky marcher dans la pièce qu'elle avait nettoyée, toucher les affaires de bébé que Lydia avait achetées, s'asseoir là où Lydia s'était assise. Cette pensée lui a tordu l'estomac. Vicky a souri comme si elle pouvait entendre Lydia réfléchir. C'est un bel endroit, a-t-elle dit nonchalamment. Je comprends pourquoi tu as tant essayé de le garder. Agnès a eu un petit hochement de tête approbateur, comme si Vicky avait dit quelque chose d'intelligent. Les mains de Lydia se sont serrées en poing. La bague de son père, toujours glissée dans son sac, pressait froidement contre la doublure comme pour lui rappeler de ne pas s'effondrer. La voiture s'est engagée dans une rue usée au vieux bâtiment. Pas de portail, pas de caméra de sécurité protégeant la richesse. Pas de fenêtres rutilantes, juste des trottoirs fissurés et des enseignes fatiguées. Brandon s'est garé devant un bâtiment avec une simple enseigne lumineuse, refuge pour femmes Westbrook. Les lettres brillaient dans l'obscurité comme une étiquette qu'elle ne pourrait pas effacer. Le souffle de Lydia a quitté son corps dans un élan silencieux. Westbrook. Le nom a réveillé quelque chose de profond dans sa mémoire. La voix de son père, des années auparavant, si jamais le monde devient froid, il y a un refuge pour femmes appelé Westbrook. Demande une femme nommée Bertha. Montre-lui la bague. Elle n'avait jamais vraiment cru qu'elle aurait besoin de cette phrase. Maintenant, elle fixait l'enseigne. Brandon est sorti, a fait le tour et a ouvert sa porte comme s'il déposait un colis.
Lydia est restée assise, figée. Agnès s'est penchée en avant depuis le siège avant, sa voix basse et finale. C'est ici qu'est ta place jusqu'à ce que tu comprennes. Vicky a ri doucement sous son souffle, puis a détourné le regard comme si Lydia ne valait plus la peine d'être regardée. Lydia a chuchoté, presque inaudible, « Brandon, s'il te plaît. » Brandon n'a pas bronché haut, « s'il te plaît. » Il ne s'est pas adouci à la vue de son ventre. Il a juste tendu le bras dans la voiture, a saisi son petit sac sur le sol et l'a jeté sur le trottoir. Puis il a prononcé les mots les plus froids qu'il lui ait jamais adressés, des mots qui ne tremblaient pas de colère parce qu'il les pensait, « Tu n'es plus mon problème. » Le visage de Lydia a brûlé. Ses yeux se sont brouillés. Elle s'est forcée à sortir de la voiture par ses propres moyens. Un pas prudent, puis un autre. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la traîner. Brandon n'a pas attendu de voir si elle entrait en sécurité. Il n'a pas demandé si elle avait mangé. Il n'a pas demandé si le bébé allait bien. Il a fermé la porte, s'est rassis au volant et est parti avec Agnès et Vicky comme s'il venait d'effacer Lydia de sa vie. Lydia se tenait sur le trottoir, tenant son sac, fixant les portes du refuge. Ses jambes étaient faibles, son cœur était vide, et pourtant le bébé donnait des coups têtus et vivants. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant et l'épuisement. Quelques femmes étaient assises tranquillement sur des chaises, les yeux fatigués, les mains jointes. Un bébé pleurait quelque part au bout du couloir, le son a frappé Lydia en pleine poitrine. Une femme derrière le bureau d'accueil a levé les yeux. Elle avait des yeux bienveillants qui en avaient trop vu. Son étiquette indiquait « Bertha Gates ». Bertha parla doucement. « Ma chérie, es-tu en sécurité ce soir ?» Lydia essaya de répondre, mais seul un souffle sortit. Bertha se leva et guida Lydia vers une chaise. Prudente, respectueuse, sans jugement, sans sarcasme, sans sourire narquois, cette simple gentillesse faillit briser Lydia plus encore que ne l'avait fait la cruauté. Lydia chercha un mouchoir dans son sac à main et sentit quelque chose s'échapper. Du métal, lourd, froid. La bague, elle heurta le sol avec un léger tintement. Bertha se pencha pour la ramasser. Au moment où ses doigts la touchèrent, son expression changea. Pas seulement de la curiosité, de la reconnaissance. Bertha regarda Lydia lentement, la voix soudainement plus basse, comme si le bâtiment lui-même avait besoin d'écouter. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle. Lydia fixa la bague dans la main de Bertha, confuse et engourdie, ne comprenant pas pourquoi la vieille promesse de son père importait soudainement. Bertha n'insista pas. Elle regarda à nouveau la bague, son pouce traçant l'étrange blason qui y était gravé. Puis elle dit, presque pour elle-même, qu'elle disait la vérité. Bertha remit doucement la bague dans la paume de Lydia, puis saisit le téléphone sur son bureau et sortit une carte de visite usée de sa poche. La carte qu'elle portait sur elle depuis des années, attendant une jeune fille qui pourrait ne jamais venir. « Reste tranquille, ma puce, dit Bertha doucement. Il y a quelqu'un que ta mère voulait qu'on appelle si ce jour arrivait. » Lydia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Parce que Bertha n'appelait pas un numéro au hasard, elle était sur le point de mettre Lydia en contact avec des gens qui se préparaient pour ce moment depuis des années. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Lydia le tenait si fort que ses doigts lui faisaient mal. Sa respiration était superficielle, comme si l'air du refuge était trop rare pour quelqu'un qui venait d'être effacé de sa propre vie. De l'autre côté du bureau d'accueil, Bertha la regardait avec une nouvelle sorte de sérieux, une main posée près de la vieille bague sur le sous-main, comme si le fait de la toucher avait réveillé quelque chose de dangereux et d'important à la fois. La bague avait été l'avertissement de son père. Maintenant, elle ressemblait à une clé. Ils étaient dans un petit bureau à l'écart du couloir principal, loin du bruit. C'était le lendemain matin. Lydia avait passé la nuit dans un lit étroit, se réveillant toutes les heures au son de portes inconnues et de pleurs lointains. Le bébé s'était retourné et avait donné des coups de pied toute la nuit comme pour lui rappeler « Ne disparais pas », dès que Bertha avait commencé son service, elle avait emmené Lydia directement ici. « Appelle », dit Bertha doucement, mais ses yeux n'étaient plus doux. Il paraissait certain. « Tu as besoin d'entendre ça d'eux, pas de moi. » Lydia hésita. Son esprit ne cessait de revoir le visage froid de Brandon au bord du trottoir. L'enseigne du refuge. Le sourire narquois de Vicky. Le silence satisfait d'Agnès. Elle avait été déposée ici comme une ordure. Maintenant, cette bague, cette chose que son père l'avait supplié de ne jamais mettre en gage, avait transformé la pièce en quelque chose d'autre.
Lydia appuya sur la touche d'appel du numéro écrit sur la carte de Bertha. La sonnerie résonnait trop fort dans le bureau silencieux. Puis quelqu'un répondit, une voix d'homme, basse et prudente. Allô? La gorge de Lydia se serra. On m'a dit d'appeler ce numéro. Une pause, un souffle. Puis la voix changea, toujours contrôlée, mais plus vive, concentrée, comme s'il avait attendu ce moment plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Vous êtes Lydia Short, dit l'homme, non pas comme une question, mais comme une reconnaissance. Oui. Lydia s'immobilisa. Le bébé donna un coup, fort, comme si la vérité les avait touchés tous les deux. Oui, chuchota Lydia. Qui êtes-vous? Mon nom est Samuel Dillane, dit-il. Je suis un enquêteur privé pour un cabinet d'avocats spécialisé dans les successions, et vous manquiez au dossier d'une famille très puissante. Lydia sentit son sang se glacer. Manquante? Famille puissante? Elle regarda Bertha, confuse, presque en colère. Bertha ne détourna pas le regard. Elle avait l'air de venir de regarder une porte s'ouvrir dont Lydia ignorait l'existence. Lydia se laissa tomber sur la chaise à côté du bureau, lentement et prudemment parce que ses jambes tremblaient. Sa main libre se posa sur son ventre, se stabilisant comme si elle pouvait stabiliser le monde. La voix de Samuel restait calme, professionnelle. C'était un homme entraîné à délivrer des informations sans émotion. Peut-être devait-il l'être. Peut-être que des gens comme lui manipulaient des vies comme de la paperasse. Je travaille pour un avocat successoral, dit Samuel. Nous représentons une famille qui a mis en place une fiducie de protection il y a des années. J'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Succession? Lydia faillit rire, mais rien ne sortit. Une succession n'avait rien à voir avec sa vie. Elle avait été élevée dans les magasins d'occasion et les règles silencieuses. On lui avait appris à survivre sans demander d'aide. Le mot « succession » appartenait à d'autres personnes. Je pense que vous avez fait une erreur, dit Lydia. Mon père, Samuel l'interrompit doucement, comme s'il avait déjà entendu cette phrase exacte. L'homme qui vous a élevé n'est peut-être pas l'homme qui vous a engendré. La poitrine de Lydia se serra comme si quelqu'un avait appuyé sur ses côtes. La pièce vacilla d'une manière qui l'obligea à serrer le téléphone plus fort. Bertha fit glisser un verre d'eau vers elle. Lydia ne le but pas. Ses yeux restaient fixés sur la bague posée sur le bureau. Samuel continua, « Cette bague? Vous l'avez? Cela confirme quelque chose que nous essayons de confirmer depuis des années. » C'était à mon père, dit Lydia doucement. Exactement, répondit Samuel. Il faisait partie du plan de sécurité. Plan de sécurité? Lydia fixa le mur derrière Bertha comme s'il pouvait expliquer ce que sa vie cachait. Son esprit revint aux étranges avertissements de M. Short, certaines familles n'aiment pas, elles possèdent. La façon dont il les déplaçait. La façon dont il ne parlait jamais du passé de la mère de Lydia. La voix de Lydia trembla. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'un plan de sécurité pour moi? La pause de Samuel fut courte mais lourde. Parce que votre mère s'est enfuie, dit-il, et la famille qu'elle a fui ne perd pas la trace du sang. Lydia eut le souffle coupé. Sa mère n'avait jamais été décrite comme quelqu'un qui s'enfuyait. On avait toujours parlé d'elle comme d'un souvenir fragile, comme d'une histoire triste, pas comme d'une femme fuyant quelque chose de puissant. Qui sont-ils? Chuchota Lydia. Samuel ne dit pas encore le nom. Il ne se pressa pas. Il semblait savoir que cette vérité pouvait briser quelqu'un si elle était lâchée trop vite. Une famille riche, dit-il prudemment. Votre grand-père est vivant. Il est extrêmement connu. Et vous êtes sa petite-fille biologique. La gorge de Lydia se serra tellement qu'elle ne put parler. Petite fille. Son esprit s'y opposa instantanément. Non, c'était impossible. C'était des trucs de cinéma. Pas la vie de Lydia. Mais son corps réagit avant sa logique, elle commença à trembler. La voix de Samuel baissa d'un ton, plus douce maintenant, comme s'il comprenait qu'elle était suspendue au bord d'un précipice. Votre mère a fait une demande légale il y a des années, expliqua-t-il. Elle a demandé que la famille ne vous approche jamais directement pendant que vous étiez jeune. Elle voulait que vous grandissiez loin de tout cela. Les yeux de Lydia piquèrent. Alors, ils ont simplement accepté? Ils n'ont pas accepté par gentillesse, dit Samuel. Ils ont accepté parce qu'elle l'a imposé dans les documents de la fiducie. Elle a créé des conditions,
confirmation d'ADN, condition d'âge et un fonds de protection. C'était encore là une fiducie. Samuel continua, la majeure partie de la fiducie principale reste bloquée jusqu'à vos 35 ans. C'était la règle de votre mère. Mais elle a ajouté des déclencheurs de libération anticipée pour votre sécurité des moments où nous sommes autorisés à intervenir plus tôt si votre vie devient dangereuse. Lydia déglutit. Quel genre de déclencheur? Une autre pause. Puis Samuel le dit clairement, abandon financier par un conjoint. Une humiliation publique documentée peut également être qualifiée. Quand Bertha a appelé et a expliqué ce qui vous est arrivé hier soir, puis a confirmé la bague, cela a activé la clause de protection. Légalement, nous sommes tenus de vous contacter. Le corps entier de Lydia se glaça. Hier soir. La fête prénatale, le micro, l'accusation, les papiers du divorce sur le gâteau, les cartes annulées, les serrures changées, le refuge. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était exactement le genre de danger que sa mère avait craint. La main de Lydia se posa sur son ventre et ses yeux s'emplirent de larmes. Pas parce qu'elle était heureuse, pas parce qu'elle se sentait sauvée, mais parce qu'elle venait de comprendre quelque chose qui lui serrait le cœur. Sa mère avait essayé de la protéger d'un monde dont Lydia ignorait l'existence. Monsieur Short l'avait gardé comme un secret. Et maintenant, au moment où Lydia avait été jetée, le secret avait ouvert les yeux. La voix de Samuel resta ferme. Lydia, écoutez-moi. Cela ne vous donne pas de vengeance. Les lèvres de Lydia s'entr'ouvrirent. Elle ne savait même pas qu'elle avait espéré une vengeance. Elle avait seulement espéré survivre à la nuit. Cela vous donne la vérité, dit Samuel. Et la vérité est puissante, mais dangereuse si vous l'utilisez imprudemment. Dangereuse? Lydia regarda Bertha. Bertha hocha la tête une fois, subtilement, comme si elle comprenait exactement ce que Samuel voulait dire. Pourquoi me le dire maintenant? Demanda Lydia. Parce que jusqu'à l'appel de Bertha, dit Samuel, nous ne pouvions pas légalement vous contacter. La fiducie interdisait tout contact direct jusqu'à l'âge de 35 ans, à moins que ces déclencheurs d'urgence ne soient prouvés. Ce qui vous est arrivé et les notes d'admission au refuge envoyées par Bertha ont rempli ces conditions. Il y a quelques semaines, nos moniteurs internes ont signalé des mouvements inhabituels sur les comptes de votre foyer, ajouta Samuel. Nous avons envoyé une lettre préliminaire à l'adresse que nous avions dans nos dossiers. Rien de détaillé, juste un avis pour nous contacter, mais vous ne l'avez manifestement jamais vu. Maintenant, après ce qui s'est passé hier soir, nous sommes autorisés à vous parler directement. Lydia revit le visage de Brandon alors qu'il s'éloignait en voiture. Agnès souriant, Vicky assise à la place de Lydia. Il pensait qu'elle n'était rien. Il l'avait traitée comme moins que rien. Et Lydia. Lydia les avait laissés faire parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait d'autres options. Elle fixa son ventre, sentant son bébé bouger, de façon lente et régulière maintenant. Elle chuchota, presque inaudible, alors racontons-le correctement. Bertha expira doucement, comme si elle avait retenu son souffle. La voix de Samuel devint plus vive. Bien. Parce que la prochaine étape, ce sont les preuves. J'ai besoin que vous vous rappeliez de tout. Nom, heure, témoin, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu. Mon cabinet vous enverra un avocat spécialisé en droit de la famille aujourd'hui. Vous ne ferez pas cela seul. Des preuves. Lydia déglutit. Sa peur ne disparut pas, elle changea de forme. Elle devint de la concentration. Samuel prononça une dernière phrase qui donna la chair de poule à Lydia. Une dernière chose, dit-il. S'ils vous ont jeté aussi vite, cela signifie qu'ils cachent quelque chose de plus gros qu'une liaison. Le cœur de Lydia cogna fort. La voix de Samuel baissa. Brandon et la femme que vous avez vue, Vicky, ont déjà transféré de l'argent sur des comptes extérieurs. Ce qu'ils ont fait à la fête prénatale n'était pas la première attaque. Lydia eut la bouche sèche. Le bébé donna un nouveau coup, comme s'il avait entendu le mot « attaque » et compris qu'il signifiait danger. Lydia fixa la bague sur le bureau, soudain terrifiée par la quantité de pouvoir qui pouvait être attaché à un simple morceau de métal. À l'extérieur du petit bureau, le couloir du refuge restait silencieux, mais Lydia sentit un basculement invisible dans le monde, comme si quelqu'un, quelque part, venait de réaliser que Lydia n'était plus seule. Et la toute prochaine étape ne serait pas une confrontation hurlante, mais une enquête silencieuse qui transformerait sa douleur en preuve. Le dossier frappa la table comme le marteau d'un juge.
Lydia tressaillit, non pas de peur cette fois, mais sous le poids de ce qu'elle s'apprêtait à voir. C'était 3 jours après que Brandon l'avait abandonnée au refuge. 3 jours de matelas minces, de salles de bain partagées et d'infirmières lui disant de se reposer alors que son esprit refusait de dormir. 3 jours depuis que Bertha lui avait tendu un téléphone et une bague et l'avait mise en contact avec un homme nommé Samuel Dillon. Maintenant, Lydia était assise dans la petite salle de conférence du refuge, les lumières vrombissant au-dessus d'elle, le bruit lointain des portes se fermant dans le couloir. Il était tard après le dîner, après les douches communes, après que les autres femmes aient essayé de dormir mais Lydia ne pouvait pas dormir. Sa main reposait sur son ventre, protectrice et stable. Le bébé bougeait lentement comme s'il écoutait lui aussi. En face d'elle était assis Samuel Dillon, l'enquêteur privé à qui elle avait parlé au téléphone. Il avait l'air fatigué mais concentré, comme si ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelqu'un découvrir que sa vie avait été démantelée intentionnellement. À côté de lui se tenait Patrice Brown, une avocate en droit de la famille au visage calme et au regard perçant. Patrice n'était pas chaleureuse de façon mielleuse, elle était chaleureuse de façon rassurante. Le genre de personne qui ne panique pas parce que la panique est inutile. Patrice fit glisser un stylo vers Lydia. « Avant que vous ne regardiez, dit-elle doucement, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Lydia déglutit. « Quoi ?» Patrice n'éleva pas la voix. Elle ne théâtralisa pas. Elle l'énonça simplement comme un fait. « Ce n'est pas seulement une trahison, dit Patrice. C'est un schéma. » Un schéma ? La poitrine de Lydia se serra. Brandon ne s'était pas contenté de la quitter. Il avait conçu sa chute. Samuel ouvrit le dossier, et le monde de Lydia se précisa en chiffres, en dates et en preuves. Lydia ne se précipita pas vers la vengeance, elle apprit que c'était la première décision qu'elle prenait et qui n'appartenait qu'à elle. Samuel lui avait dit au téléphone, « La vérité est puissante mais dangereuse si on l'utilise imprudemment. » Patrice lui avait dit, « Le tribunal se moque de ce que vous avez ressenti. Il s'intéresse à ce que vous pouvez prouver. » Lydia fit donc ce qu'elle avait toujours fait pour survivre, elle devint prudente. Au cours des 3 derniers jours, elle avait rencontré une infirmière et une conseillère au refuge, avait mangé ce qu'elle pouvait et avait essayé de ne pas s'effondrer. En même temps, Samuel avait travaillé discrètement en arrière-plan. Bertha avait faxé les notes d'admission au refuge et une décharge signée. Lydia avait signé une autorisation pour que Samuel et Patrice puissent extraire tous les dossiers liés à son nom et à son mariage. Le cabinet d'avocats successoral avait utilisé ses ressources pour agir plus vite que ce que Brandon pensait possible. Maintenant, Samuel parlait lentement, posant les faits comme des briques. « Il ne s'est pas contenté de vous abandonner, dit-il. Il vous a dépouillé. » Lydia le fixa, la bouche sèche. Dépouillé. Ce mot sonnait trop criminel pour quelque chose qui se passait au sein d'un mariage. Mais Samuel tourna la première page. Les documents n'avaient rien de dramatique, c'était ce qui les rendait terrifiants. Patrice tapota les lignes du doigt. Regardez les dates. Pas un hasard s'était planifié. Les yeux de Lydia parcoururent la page. Virement, retrait. Les montants n'étaient pas dérisoires. Ils étaient délibérés, effectués par tranches juste assez petites pour éviter les alertes automatiques. Lydia se souvint que Brandon agissait de façon stressée ces semaines-là, s'emportant contre elle parce qu'elle achetait des lingettes pour bébé, lui disant de mieux gérer le budget, la faisant se sentir coupable de vouloir un deuxième paquet de minuscules chaussettes. Il l'avait fait se sentir comme un fardeau pendant qu'il vidait le sol sous ses pieds. Samuel fit glisser une deuxième page. Voici où c'est allé. Lydia eut le souffle coupé. Les noms des comptes semblaient inoffensifs, comme des cabinets de conseil ou des services commerciaux, mais Samuel en avait retracé la propriété. Son nom n'apparaît pas sur la première ligne, dit Samuel. Mais il apparaît dans les documents d'enregistrement, les signatures, les autorisations. C'est Vicky. La voix de Patrice resta calme. Cela compte parce que cela montre l'intention. L'intention ? La rage monta en Lydia. Pas une rage bruyante, une rage pure. Celle qui ne hurle pas. Celle qui avance discrètement vers la justice. Samuel sortit des emails imprimés et des feuilles de calcul. Lydia vit son propre nom écrit comme un crime, dépenses irrégulières, transferts non approuvés, achats émotionnels. Elle eut mal au cœur. C'est pour cela que Brandon avait dit que l'audit l'avait confirmé lors de la fête prénatale. Patrice expliqua, ils ont créé leurs propres preuves. Un script, le micro, les caméras,
le discours. Ils n'avaient pas réagi face à Lydia. Ils avaient joué une scène contre elle. Patrice plaça un autre papier devant Lydia, une déclaration écrite signée par Agnès, affirmant qu'elle avait personnellement vu Lydia prendre des fonds et entendu Lydia admettre avoir détourné de l'argent. Lydia serra les poings. Elle a menti, chuchota Lydia. Ou elle a signé ce que quelqu'un d'autre a rédigé, dit Patrice. Dans les deux cas, elle a associé son nom à une fraude, ajouta Samuel doucement. Et elle l'a fait pour protéger Brandon et Vicky. Ou pour protéger l'image qu'elle voulait pour son fils, Lydia pensa à Agnès chuchotant. Une charge. Un poids mort. Agnès ne s'était pas contentée de ne pas aimer Lydia, elle avait voulu que Lydia soit effacée. Patrice fit glisser un carnet vers Lydia. Maintenant, c'est votre tour. Lydia cligna des yeux. La voix de Patrice s'adoucit très légèrement. Vous l'avez vécu. Le tribunal a besoin de votre chronologie, et Samuel a besoin de vos détails. Vous allez aider à monter le dossier. Lydia fixa la page blanche. Pendant un instant, elle eut l'impression de ne plus pouvoir respirer, comme si l'écrire allait rendre tout cela réel à nouveau. Mais elle prit le stylo quand même. Elle écrivit, date de la fête prénatale, qui était présent, ce que Brandon a dit, où Agnès se tenait, où Vicky se tenait. Le moment où la sécurité s'est approchée. Le SMS, n'utilise pas les cartes, j'ai tout annulé. Le SMS, n'essaie pas de revenir à la maison. Le trajet, l'enseigne du refuge, la bague qui tombe, le visage de Bertha. Elle écrivit jusqu'à ce que sa main soit crispée. Samuel regardait sans l'interrompre, comme s'il respectait le fait que ce n'était pas seulement des preuves, c'était Lydia qui reprenait sa vie, ligne après ligne. Vers la fin du dossier, Lydia remarqua une photo qui lui coupa le souffle. Un arrêt sur image d'une caméra de sécurité montrant une poubelle derrière la maison où elle n'était plus autorisée à entrer. Une main y déposait quelque chose. L'image était granuleuse, mais l'objet était clair, une enveloppe brûlée, les bords noirs, le seau à moitié fondu. Samuel tapota l'impression. Nous avons extrait cela de la caméra extérieure d'un voisin, dit-il. La caméra couvre l'allée derrière votre ancien domicile. Lydia se pencha, le cœur battant. Son nom était faiblement visible sur l'enveloppe, et le sceau ainsi que la marque en relief semblait coûteux, officiel, ancien. Cela correspondait au blason sur sa bague. Les doigts de Lydia devinrent froids. Pourquoi une succession m'enverrait-elle quoi que ce soit, chuchota-t-elle. Les yeux de Patrice se plissèrent. Parce qu'ils essayaient de vous joindre, et que quelqu'un ne voulait pas que vous receviez ce courrier. La voix de Samuel baissa d'un ton. C'était daté de plusieurs semaines avant la fête prénatale. Quelqu'un l'a intercepté et a essayé de le détruire. Lydia repensa au sourire confiant de Vicky. Sa façon de marcher dans la maison de Lydia comme une acheteuse. Sa façon de dire, certaines personnes doivent être éliminées. Lydia déglutit difficilement. Vicky ne voulait pas seulement Brandon. Vicky voulait tout ce que Brandon croyait que Lydia n'avait pas, et elle avait brûlé des preuves pour maintenir Lydia dans l'impuissance. Patrice ferma lentement le dossier et regarda Lydia dans les yeux. Je peux demander le divorce et une protection d'urgence, dit Patrice. Abandon, abus financiers, fraude. Si nous faisons cela correctement, vous ne vous contenterez pas de partir, vous les démasquerez. Démasquer? Samuel se pencha en avant, la voix tendue. Il y a un autre problème. Celui qui a brûlé cette enveloppe a compris ce que le sceau signifiait. La gorge de Lydia se serra. Que voulez-vous dire? Samuel ne l'adoucit pas, cela signifie que Vicky sait peut-être déjà que vous êtes lié à une succession très riche. Même si elle n'en connaît pas toute l'histoire, elle en sait assez pour être dangereuse. Lydia sentit son cœur rater un bond. Le bébé donna un coup, fort. Soudain. La voix de Patrice devint calme, sérieuse. Nous devons confirmer qui vous êtes sur le papier. Test d'ADN. Chaîne de possession. Une fois que ce résultat reviendra, ils ne feront pas seulement face à votre parole. Ils feront face à votre nom. Lydia fixa le seau brûlé sur la photo, le cœur battant la chamade. Parce que si quelqu'un s'était donné autant de mal pour lui cacher une lettre, alors la vérité qu'elle contenait pouvait tout changer. Et quand les résultats du laboratoire arriveront enfin, la phrase en haut de la page bouleversera tout ce que Lydia pensait savoir sur elle-même. Les résultats du laboratoire sont arrivés. La voix de Samuel trancha le silence de la petite salle de réunion du refuge comme une lame.
Le stylo de Lydia s'arrêta au milieu d'une ligne. Sa main se posa sur son ventre sans réfléchir, protectrice et stable à la fois. Le bébé bougea, lentement mais fermement, comme s'il sentait la tension dans la pièce. Patrice ne parla pas tout de suite. Elle fit simplement glisser un paquet scellé sur la table vers Lydia. Ce n'était pas le genre d'enveloppe qui contenait des nouvelles ordinaires. Elle avait un poids. Elle portait le même blason en relief qu'elle avait vu sur la photo de l'enveloppe brûlée et sur sa bague, le sceau de la succession. La gorge de Lydia devint sèche. Ce n'était pas des commérages de refuge. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une porte qui s'ouvrait. Les yeux de Samuel restaient fixés sur le visage de Lydia. Il ressemblait à un homme qui avait vu des gens s'effondrer devant des vérités comme celle-là. « Avant que vous ne l'ouvriez, dit-il, vous devez savoir qu'elle répond à la plus grande question. » Les doigts de Lydia tremblèrent alors qu'elle brisait le sceau. La première page était clinique nom, code, note sur la chaîne de possession. Patrice avait insisté sur cette partie. Tout devait être propre, prouvable, utilisable. Plus tôt, une infirmière du refuge avait effectué le prélèvement d'ADN de Lydia sous témoin. L'échantillon avait été livré à un laboratoire certifié. Pas de raccourci. Puis les yeux de Lydia tombèrent sur une ligne, match ADN confirmé. Son cœur vacilla. Elle pressa sa paume contre son ventre. Le bébé donna un coup, sec. Lydia eut le souffle coupé comme si elle avait reçu un coup à l'intérieur. La voix de Patrice s'éleva doucement, régulière. C'est confirmé, Lydia. Samuel ajouta, plus bas, presque prudemment, vous êtes bien celle que les dossiers décrivent. Les lèvres de Lydia s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Pendant un moment, Lydia ne sentait plus la chaise sous elle. Elle n'entendait plus le bruit du couloir. Elle n'entendait que la voix de son père Monsieur Short si claire qu'elle avait l'impression qu'il se tenait derrière elle, on n'emprunte pas sa fierté à l'argent. Elle pensait autrefois que cette règle consistait à être humble. Maintenant, elle se demandait si c'était pour rester cachée. Son esprit faisait défiler de vieilles scènes comme des extraits de films brisés, son père les déménageant discrètement chaque fois que quelqu'un posait trop de questions, son père ne la laissant jamais publier de détails familiaux en ligne, même quand cela semblait inoffensif, le visage de son père se crispant chaque fois qu'une voiture de luxe restait garée trop longtemps dans leur rue, les mains de son père tremblant un peu lorsqu'il avait pressé la bague dans la sienne. Si jamais tu n'as nulle part où aller, trouve Bertha à Westbrook. Lydia regarda sa main. La bague y trônait désormais, lourde et froide, comme si elle avait attendu ce moment précis pour devenir plus qu'un bijou. Patrice regardait Lydia avec douceur. « Voulez-vous que je lise la lettre de l'avocat de la succession à haute voix? Ou voulez-vous la lire vous-même? » Une lettre? Alors, il y avait vraiment une lettre. Celle que quelqu'un a brûlée. Lydia hocha la tête, capable à peine de bouger. Patrice tourna la page. « Ceci vient de l'avocat de la succession, » expliqua Patrice. Il représente les intérêts légaux de votre grand-père et les arrangements de la fiducie liés à votre famille biologique. Il n'est pas ici en personne, mais il est disponible sur haut-parleur si vous voulez poser des questions. Samuel avait déjà posé le téléphone sur la table. Un bouton, et l'avocat pourrait parler dans la vie de Lydia comme un juge. Patrice commença à lire, d'une voix claire, « Mademoiselle Lydia Short, si vous lisez ceci, cela signifie que les conditions de votre fiducie de protection ont été activées. » Fiducie de protection. L'estomac de Lydia se serra à nouveau. Les gens avaient besoin de protection contre les menaces, contre les prédateurs, contre les familles qui n'aimaient pas ce qu'elles possédaient. Patrice lut la partie suivante lentement, la laissant infuser. Vous êtes la petite fille biologique confirmée de Greg Woodward. Le nom frappa Lydia comme une vague. Elle le connaissait. Pas personnellement, mais de la façon dont tout le monde connaissait les noms qui figuraient sur les bâtiments et les titres des journaux. Greg Woodward, un milliardaire connu pour avoir bâti un empire à partir de rien et pour ne jamais pardonner la cruauté utilisée comme pouvoir. Les yeux de Lydia s'emplirent de larmes non pas de joie, ni d'avidité, mais de chagrin. Parce que sa mère avait été assez proche de ce monde pour le fuir. Et Lydia avait passé toute sa vie à penser qu'elle était petite par dessein. Patrice continua, « Vous êtes la seule petite fille vivante répertoriée dans nos dossiers vérifiés. » Seule. Les doigts de Lydia se crispèrent sur le papier. Seul signifiait solitaire. Cela signifiait élu. Cela signifiait une responsabilité qu'elle n'avait jamais demandée. Samuel parla doucement, comme s'il marchait avec précaution sur du verre brisé.
Votre mère vous a caché, dit-il. Votre grand-père a respecté ces conditions jusqu'à ce que les conditions d'urgence de la fiducie se déclenchent. C'est la ligne légale que votre mère a tracée. Elle a tenu pendant des années. Le cœur de Lydia se serra. Sa mère s'était battue d'une manière que Lydia n'avait jamais soupçonnée. Monsieur Short avait porté le secret à un prix élevé. Patrice atteignit le dernier paragraphe et fit une pause comme si elle-même en ressentait le poids. Puis elle lut la phrase qui donna la chair de poule à Lydia, « Le pouvoir ne doit arriver que lorsque la dignité est bafouée. » Lydia ferma les yeux. Tout devenait clair. L'humiliation de la fête prénatale, le faux audit, les caméras, les cartes annulées, les serrures changées, l'abandon au refuge, les notes d'admission. Ils avaient bafoué sa dignité jusqu'à l'os, et la fiducie, cette protection cachée, s'était réveillée au moment où elle avait touché le sol. Lydia ouvrit les yeux et regarda Samuel. Alors Vicky a brûlé la lettre parce qu'elle ne voulait pas que vous sachiez que vous aviez un bouclier, finit Samuel. Elle ne connaît peut-être pas tous les détails, mais elle a vu le saut et en a compris assez pour paniquer. Le regard de Patrice se fit plus tranchant. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas supposer qu'ils s'arrêteront là. Les gens qui brûlent des preuves continuent généralement sur leur lancée. Patrice se pencha en avant. Lydia, vous avez un choix. Lydia la fixa, le cœur battant. Voulez-vous que cela soit géré discrètement, demanda Patrice. Ou publiquement? Discrètement signifierait la sécurité. Peut-être un règlement privé, une relocalisation, de l'argent qui arrive sans faire les gros titres, un bouclier sans bruit. Publiquement signifierait la guerre. Calomnie, mensonge, humiliation doublée. Agnès dirait qu'elle est instable. Brandon jouerait la victime. Vicky déformerait l'histoire. Lydia sentit le bébé bouger à nouveau régulier, têtu. Elle pensa au couloir du refuge, aux murs minces, aux femmes qui pleuraient la nuit et qui n'avaient jamais eu leur chance de parler. Elle pensa au fait d'avoir été jetée comme si elle n'avait aucune importance. Et elle réalisa quelque chose de dur et de clair, si elle restait silencieuse à nouveau, il réécrirait son histoire à sa place. Lydia leva le menton. Public, dit-elle, d'une voix basse mais ferme. Je ne me cacherai plus. Samuel hocha la tête une fois, mélange d'approbation et de prudence. Patrice ne sourit pas, mais son regard s'adoucit avec respect. Alors nous le ferons avec des preuves, dit Patrice. Ni émotion, ni reçu, ni chronologie, ni témoin, rien. Si nous rendons l'affaire publique, nous déposons plainte en premier. Lydia serra la lettre de la fiducie comme s'il s'agissait d'une colonne vertébrale qu'on lui rendait. Le téléphone de Samuel vibra sur la table. Il regarda l'écran et son expression changea rapidement, tendue, en alerte. Quoi? Demanda Patrice. Samuel tourna légèrement le téléphone pour que Lydia puisse voir l'alerte du moniteur financier que la société de gestion de patrimoine avait mis en place dès qu'elle avait signé l'autorisation. Nouvelle tentative de transfert détectée. Origine, compte de Brandon nul. Destination, entité écran liée à Vicky Bray. Statut, bloqué, en attente d'une décision judiciaire. Le souffle de Lydia se coupa. Même maintenant, après l'avoir abandonné dans un refuge, Brandon et Vicky essayaient encore de déplacer de l'argent, cachant toujours quelque chose. La voix de Patrice descendit d'un ton, un murmure qui résonna comme le tonnerre. Ils nettoient la scène. Ils ne savent pas que nous tenons déjà la piste. La main de Lydia s'envola à nouveau vers son ventre alors que le bébé donnait un coup sec. Samuel regarda Lydia. Si nous agissons ce soir, dit-il calmement, nous contrôlons le récit. Nous déposons plainte. Nous parlons. Nous ne leur laissons pas un jour de plus pour effacer quoi que ce soit d'autre. Lydia fixa la lettre, puis l'alerte de transfert gelée, le cœur battant à tout rompre, car elle comprenait enfin la terrifiante vérité. Ils ne s'étaient pas contentés de la trahir, ils avaient peur de ce qu'elle pourrait devenir. Et quand Lydia entrera enfin dans la lumière, elle n'apportera pas de larmes. Elle apportera des documents. Les portes s'ouvrirent brusquement et les caméras se tournèrent comme des yeux affamés. Lydia s'avança dans le couloir du palais de justice et sentit la chaleur de l'attention frapper son visage. Les flashs crépitèrent, les microphones se levèrent et les voix s'élevèrent d'un coup, les questions lancées comme des pierres. Lydia, est-il vrai que vous avez volé votre mari? Avez-vous été infidèle? Avez-vous été expulsé de chez vous? Pendant une fraction de seconde, le corps de Lydia voulut se recroqueviller. Elle portait encore le poids du refuge dans ses os.
Elle était maintenant très avancée dans sa grossesse, proche de 8 mois. Son ventre était la preuve visible de tout ce que Brandon avait essayé de jeter. Le bébé bougea, et la main de Lydia se posa là par instinct, ferme et protectrice. Mais elle ne recula pas. Elle fit un pas en avant parce que Patrice l'avait prévenu, si tu te caches, ce sont eux qui écrivent ton histoire. Patrice marchait à ses côtés, calme et ferme, tenant un mince dossier comme une arme faite de papier. Samuel restait quelques pas derrière, les yeux balayant la foule. Il n'était pas là pour les discours, il était là pour s'assurer que personne ne s'approche assez pour la bousculer, l'agripper ou lui arracher son sac. Lydia continua de marcher. Elle les voyait déjà de l'autre côté de la salle, près du mur du fond. Brandon, Agnès et Vicky s'étaient présentés comme si c'était encore leur scène. Le visage de Brandon était contracté, ses yeux froids, sa posture rigide. Agnès se tenait près de lui comme un commandant près de son soldat. Vicky était légèrement derrière eux, les lèvres pressées en un petit sourire qui semblait calme, mais ne l'était pas. Ses yeux scrutaient les caméras, mesurant, calculant. Il pensait voir Lydia tomber à nouveau. Il ne savait pas qu'elle venait avec des preuves. Ce n'était pas une dispute de salon. Ce n'était pas une fête prénatale. Ce n'était pas une admission en refuge. C'était le grand jour, public, enregistré et ordonné. Sauf que cette fois, Lydia contrôlait le micro. Patrice la guida vers un simple pupitre devant une toile de fond sobre. Ce n'était pas prestigieux. Cela n'avait pas besoin de l'être. Le pouvoir n'était pas dans le décor, il était dans les faits. Lydia regarda les journalistes et les observateurs, des gens tenant des carnets, des caméras et des téléphones. Certains semblaient porter un jugement, d'autres étaient excités. Quelques-uns semblaient honteux, se rappelant la rapidité avec laquelle ils avaient cru à la première version. Lydia força sa respiration à ralentir. Elle se souvint du couloir du refuge la nuit, des murs minces, des pleurs étouffés et des femmes qui avaient été effacées par la version des faits d'un autre. Son bébé frappa à nouveau, un rythme régulier, comme pour lui rappeler qu'elle ne parlait plus seulement pour elle-même. Patrice se pencha légèrement, la voix basse. Nous avons déjà déposé plainte. La requête est tamponnée, abandon, fraude, vol d'actifs, protection d'urgence. Vous ne demandez pas de permission. Vous annoncez ce qui a déjà commencé. Plainte déposée en premier. Cela comptait. Cela signifiait que Brandon n'avait pas pu imposer son récit au tribunal. Samuel murmura, il vous regarde comme s'il ne savait pas s'il doit être en colère ou avoir peur. Lydia ne regarda pas encore Brandon. Elle s'approcha du pupitre. Le bruit dans le couloir tomba. Lydia ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle parla comme quelqu'un qui avait déjà survécu à la partie la plus difficile. J'ai été accusée publiquement de vol, dit Lydia d'une voix assurée. Lors de ma propre fête prénatale. Un léger frisson de choc parcourut la foule. Certains avaient vu les vidéos en ligne. Maintenant, ils entendaient sa version. Ces accusations étaient fausses, déclara Lydia. Voici les preuves qui montrent ce qui s'est réellement passé. Patrice fit signe à un technicien. Un grand écran sur un support à côté du pupitre s'alluma. Pas de commérage, pas de rumeurs, des documents, des journaux de transfert bancaire, des dates et des heures. Des comptes d'origine marqués, joints, des comptes de destination liés à des sociétés écrans. Lydia parlait pendant que les images défilaient. Ce sont des transferts provenant de nos comptes partagés, dit-elle, vidés dans les semaines précédant cet événement. L'écran passa à une liste de retraits. Une autre image apparut, un diagramme fléché simple montrant l'argent circulant des comptes du foyer vers l'entité de conseil A et l'entité de service B. En dessous, partiellement flouté pour des raisons juridiques mais assez claires, se trouvaient les registres d'immatriculation liant ces entités à un seul nom, Bray. Lydia ne prononça pas encore le nom de Vicky. Elle laissa les preuves parler en premier. L'écran changea à nouveau pour afficher de courts messages textes les mots de Brandon et les réponses de Vicky. Brandon, as-tu tout déplacé? Vicky, oui. Elle ne remarquera rien avant que ce soit fini. Brandon, bien. Nous ferons l'annonce après. Un silence se fit. Même les journalistes cessèrent de murmurer. La voix de Lydia resta stable. Après cela, dit-elle, mes cartes bancaires ont été annulées. Les serrures de ma maison ont été changées. On m'a conduite et abandonnée dans un refuge pour femmes. Elle fit une pause. C'est cela, l'abandon.
Patrice s'avança et posa un document sur le pupitre, incliné pour que les caméras puissent capter le sceau officiel du tribunal. Requête en divorce déposée par ma cliente, dit Patrice calmement dans un autre micro. Abandon, abus financiers, fraude, pension d'urgence et ordonnance de logement demandée. L'écran changea encore pour une image fixe de la caméra de sécurité d'un voisin, une main jetant une enveloppe à moitié brûlée dans une poubelle. Le nom de Lydia était visible, le sceau de la succession à moitié fondu. De l'autre côté du couloir, un journaliste tendit un micro vers Brandon. Avec les preuves brillant sur l'écran derrière Lydia, il ouvrit la bouche par instinct, prêt à nier, à manipuler ou à expliquer. Mais rien ne sortit. Cette enveloppe m'était adressée, dit Lydia. Ce n'était pas à eux de l'ouvrir. Ce n'était pas à eux de la détruire. Maintenant, Lydia tourna son regard vers Brandon. Son visage avait perdu ses couleurs. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Agnès se pencha vers lui, murmurant brusquement, « Ce n'est pas possible ». Mais sa voix semblait plus frêle que d'habitude. Vicky fit un pas en arrière non par choc, mais par calcul. Ses yeux parcoururent l'écran, puis les sortit, puis la caméra la plus proche, comme si elle calculait quelle part d'elle-même elle pouvait encore sauver. Lydia regarda à nouveau les journalistes. « Je ne demande pas de pitié, dit-elle. Je demande que la vérité soit vue. J'ai coopéré à l'enquête. Je continuerai à coopérer avec le tribunal. » Patrice posa une main brève et rassurante sur l'épaule de Lydia. L'attention de Samuel resta fixée sur Vicky. Les doigts de Vicky glissèrent sur son téléphone, rapide et subtil. Un message, un avertissement, un plan. Vicky n'était pas du genre à perdre sans rien faire. Alors que Lydia s'éloignait du pupitre, un journaliste cria une dernière question plus fort que les autres. « Lydia, qui est votre famille? Pourquoi y avait-il un sceau de succession sur cette lettre ?» Le couloir sembla se figer. La tête de Brandon se redressa d'un coup. Agnès se raidit comme si elle avait été giflée. Les yeux de Vicky se plissèrent brusquement, comme si elle venait de réaliser la seule partie de l'histoire qu'elle n'avait pas comprise. Le cœur de Lydia cognait. Le bébé donna un coup fort. Patrice se pencha, la voix basse et urgente. « Ne répondez pas à cela ici. Pas encore. Cela appartient au tribunal sous serment, là où ils ne pourront pas le déformer. » Lydia déglutit car elle savait que le prochain combat ne concernait plus le mariage. Il s'agissait de pouvoir et de sang. Et Brandon la regardait maintenant comme s'il ne l'avait jamais vraiment vue, l'air terrifié par ce que le tribunal pourrait découvrir. Et quand les portes de la salle d'audience se fermeront, la vérité ne sera pas d'abord dite avec des mots. Elle sera dite par des signatures, des horodatages et un verdict prêt à tomber. Le marteau du juge frappa une fois, et le son trancha l'air de la salle d'audience comme un dernier avertissement. Tout le corps de Lydia se tendit. Sa main alla à son ventre sans réfléchir. Le bébé bougea, calme mais ferme, comme si même l'enfant à naître comprenait que cette pièce pouvait tout changer en une seule phrase. De l'autre côté de l'allée, Brandon fixait droit devant lui, le visage rigide et pâle. Il ne ricanait pas. Il ne jouait pas la confiance. Le clip vidéo de la déclaration de Lydia s'était propagé rapidement. Les documents avaient déjà été déposés. À l'extérieur, il pouvait fanfaronner. Ici, l'épreuve régnait. Agnès était assise derrière lui, serrant trop fort son sac à main, la mâchoire serrée comme si elle pouvait retenir la réalité par la force. Et Vicky était assise 2 rangs derrière eux, la posture parfaite, les jambes croisées comme si elle assistait à une conférence et non à une audience qui pourrait l'écraser. Mais ses yeux étaient trop alertes. Ils bougeaient trop. Elle ne cessait de surveiller la porte comme quelqu'un qui planifie déjà sa sortie. Lydia ne les regarda pas longtemps. Elle regarda devant elle parce que Patrice lui avait dit, au tribunal, l'émotion est permise. L'épreuve décide. Et Lydia avait apporté des preuves. La salle d'audience semblait plus froide que le refuge ne l'avait jamais été. Le refuge était bruyant de douleur, cette pièce était silencieuse de pouvoir. Des observateurs remplissaient les bancs des journalistes, des étudiants en droit, des inconnus qui avaient suivi l'histoire. Les téléphones étaient éteints, les caméras limitées, mais l'attention était totale. Lydia était assise à côté de Patrice, les épaules droites, la respiration lente. Elle portait une robe simple et tenait un petit dossier sur ses genoux comme une bouée de sauvetage. Elle n'était pas là pour faire le spectacle, elle était là pour assumer le travail qu'elle avait déjà accompli.
Patrice se leva quand le juge appela l'affaire. Le juge ne sourit pas. Le juge ne fronça pas les sourcils. Le juge regarda le dossier comme s'il s'était déjà exprimé. Lydia entendait le froissement des papiers, le grattement d'un stylo et la toux étouffée de quelqu'un essayant de ne pas faire de bruit. L'avocat de Brandon se leva aussi, essayant de paraître confiant, mais sa voix sortit un peu trop vite, un peu trop aiguë lorsqu'il commença ses objections, comme s'il sentait le sol se dérober sous les pieds de son client. Brandon ne regarda pas Lydia. Il n'osa pas. Ce n'était pas parce qu'il se sentait coupable, c'était parce qu'il ne pouvait plus la lire. Lydia était autrefois prévisible, douce et s'excusant pour toute une femme qu'il pouvait traiter de « trop émotive » et s'attendre à voir s'effacer. Maintenant, elle siégeait comme quelqu'un à qui on avait arraché sa dignité avant de la lui rendre avec des documents et des signatures. Patrice ne parla pas longtemps. Elle n'en avait pas besoin. Elle se leva et prononça une phrase qui semblait simple mais qui portait un coup de massue. Abandon durant une grossesse avancée, commença Patrice d'une voix ferme, jumelée à des abus financiers et une fraude coordonnée. La grossesse avancée était médicalement significative. Elle avait des notes de médecin, des notes d'admission au refuge et des dates. Les yeux du juge se plissèrent légèrement. Patrice remit la chronologie que Lydia avait écrite. C'était soigné, détaillé avec les noms, les heures, les lieux et les témoins. Le juge la parcourut. Vint ensuite les relevés bancaires, des comptes joints vidés avant la fête prénatale, des transferts vers des sociétés écrans liées à Vicky, et des messages parlant de tout déplacé avant l'annonce. Puis l'audit falsifié, les feuilles de calcul, les courriels envoyés et les métadonnées montrant qu'ils avaient été créés sur l'ordinateur portable de Vicky, et non par un comptable neutre. Puis la déclaration signée d'Agnès prétendant avoir vu Lydia prendre des fonds et l'avoir entendu l'admettre sans date, sans contexte et sans aucun moyen de faire correspondre cela aux données bancaires. Puis l'image de la caméra du voisin, l'enveloppe brûlée, le nom de Lydia et le sceau de la succession. Chaque pièce se connectait à la suivante comme les maillons d'une chaîne. L'avocat de Brandon essaya d'invoquer le malentendu, la confusion et la réaction émotionnelle. Il essaya de dire que Brandon pensait que Lydia avait d'autre argent et qu'il agissait sous le coup de la colère. Le juge leva la main. La colère ne justifie pas l'abandon, dit simplement le juge. Ni la fraude. Un mot revenait sans cesse dans les questions du juge, pourquoi ? Pourquoi l'argent devait-il être déplacé secrètement ? Pourquoi Lydia a-t-elle été expulsée de chez elle sans accès à ses fonds ? Pourquoi des documents falsifiés ont-ils été créés ? Les réponses de Brandon ne correspondaient pas au papier devant le juge. Le juge regarda Lydia. Madame Short, dit le juge, utilisant le nom figurant au dossier. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Le cœur de Lydia battait fort. Elle se leva lentement. Son ventre semblait plus lourd. Ses mains étaient stables. Elle ne regarda pas Brandon en premier. Elle fit face au juge. Oui, dit Lydia doucement. Elle ne cria pas. Elle ne joua pas la comédie. Elle parla comme elle l'avait fait au pupitre calmement, car les preuves criaient déjà pour elle. J'ai été accusée publiquement de vol, dit Lydia. J'ai été expulsée de ma propre célébration et traitée comme si je n'étais rien. Ensuite, mon accès à l'argent a été coupé. Ma maison a été verrouillée. J'ai été conduite dans un refuge et laissée là. Un silence s'installa dans la pièce. Je ne veux pas de vengeance, ajouta-t-elle. Je veux une protection pour moi et mon enfant, et je veux que les faits montrent ce qui s'est réellement passé. Le juge hocha la tête une fois. Vous pouvez vous asseoir, dit le juge. Lydia s'assit. Brandon tourna enfin la tête juste assez pour voir son profil. Pour la première fois, il semblait incertain. Non pas parce que sa conscience s'était éveillée, mais parce qu'il réalisait qu'elle était devenue quelqu'un qu'il ne pouvait plus contrôler. Le juge ne regarda pas Brandon en rendant sa décision. C'était la partie la plus cruelle. Brandon avait construit son identité sur le fait d'être au centre, d'être vu, d'être respecté. Maintenant, le juge le traitait comme un dossier parmi tant d'autres. Jugement accordé, dit le juge. 3 impacts tombèrent comme des pierres jetées dans l'eau, 1 gel des avoirs communs sous supervision judiciaire. 2 signalements aux enquêteurs sur les crimes financiers. 3 divorces prononcés pour cause d'abandon et d'abus financiers. Pas de long discours, pas de leçon juste des conséquences. Le visage de Brandon se vida de son sang, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Il essaya de parler, rien ne sortit qui puisse changer l'encre sur la page. La culpabilité n'était plus la question.
La preuve l'était. Agnès serra son sac plus fort, les yeux parcourant la salle comme si elle cherchait quelqu'un avec qui se disputer. Mais en dehors de sa propre maison, sa voix n'avait plus de pouvoir automatique. Vicky se leva lentement. Lydia la regarda du coin de l'œil. Vicky lissa sa veste comme si elle quittait une réunion ennuyeuse. Puis elle sortit. Pas d'excuses, pas d'explications, pas un regard vers Brandon, juste une sortie, nette et froide. Brandon tourna brusquement la tête, une lueur de panique dans les yeux. Sa main tressaillit comme s'il voulait l'appeler. Mais Vicky ne se retourna pas. Pas une seule fois. Les portes de la salle d'audience se refermèrent derrière Vicky avec un clic léger qui sembla plus fort que le marteau du juge. L'estomac de Lydia se noua, non plus par peur pour elle-même, mais par la réalisation que Vicky ne partait pas parce qu'elle se sentait coupable. Elle partait parce qu'elle était libre. Samuel se pencha vers Patrice et murmura juste assez fort pour que Lydia l'entende, elle s'enfuit. Et si elle s'enfuit, elle n'emporte pas seulement la honte. Elle emporte tout l'argent et les dossiers qu'elle a réussi à mettre de côté avant le gel. Le cœur de Lydia cogna. Car si Vicky disparaissait, elle pourrait se réinventer ailleurs pendant que Brandon encaisserait la majeure partie des coûts juridiques. Lydia eut soudain besoin de la réponse à une question dangereuse, qu'est-ce que Vicky avait volé exactement? Et pour qui travaillait-elle réellement? Et quand Lydia verra enfin ce que Vicky a laissé derrière elle, elle réalisera que la maîtresse n'a pas seulement trahi un mariage. Elle a trahi tout le monde. Le message vocal était court, mais il l'anéantit. Le téléphone de Brandon pesait dans sa main comme un poids mort, l'écran brillant dans la pièce sombre. Il avait rappelé un autre investisseur, un autre ami, une autre personne qui décrochait autrefois à la première sonnerie. Cette fois, la voix sur l'enregistrement n'était pas polie. Ne contactez plus jamais ce numéro. La ligne se coupa. Brandon fixa l'écran, les yeux écarquillés, la respiration superficielle, comme s'il ne comprenait pas comment le monde qu'il contrôlait avait soudainement cessé de lui répondre. Quelque part loin de lui, Lydia était assise en silence et ne ressentait pas de joie. Elle ressentait une libération. Pas le genre de libération bruyante, mais celle qui survient quand la porte se verrouille enfin derrière le danger. Des mois s'étaient écoulés depuis l'audience. Lydia ne comptait plus le temps par les dates d'audience, elle le comptait par les tétés, les siestes et les petites chaussettes. Elle portait sa petite fille dans une maison calme dont elle était désormais l'unique propriétaire grâce à la fiducie et au règlement. Pas un manoir, pas un palais, juste un endroit sûr et stable où la serrure lui appartenait. La chambre du bébé était petite mais chaleureuse, une lumière douce, des couvertures propres, un fauteuil que personne ne pouvait lui enlever. Elle n'était pas entourée de luxe, elle était entourée de paix. Elle avait du soutien, Patrice qui donnait des nouvelles, Samuel qui envoyait de courts courriels quand l'enquête avançait, et Bertha qui appelait parfois juste pour demander « Comment ça va, ma puce ?» La vie de Lydia ne ressemblait pas à un conte de fées. Elle semblait réelle. Elle n'avait pas gagné parce qu'elle était devenue riche du jour au lendemain, elle avait gagné parce qu'elle avait refusé de rester effacée. Un après-midi, alors que le bébé dormait contre son épaule, Lydia ouvrit à nouveau sa boîte à bijoux et regarda la bague, celle que son père l'avait supplié de ne jamais mettre en gage. Ce n'était plus seulement du métal. C'était un rappel que sa mère avait essayé de la protéger, que Monsieur Short l'avait gardée, et que la dignité comptait même quand personne d'autre ne la respectait. Lydia n'avait pas besoin de vengeance pour se sentir forte. Elle avait besoin de vérité, et la vérité l'avait portée. La pensée finale s'installa dans son esprit comme un verdict serein, il pensait qu'elle n'était rien parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui dire qui elle était. Vicky disparut rapidement après le tribunal, non pas avec des larmes, ni des regrets, mais avec méthode. Elle vendit ce qu'elle put avant que les gels plus profonds ne surviennent. Elle changea de coiffure. Elle changea son nom en ligne. Elle déménagea à 2 États de là, puis encore. Mais elle ne partit pas aussi proprement qu'elle le croyait. Les enquêteurs sur les crimes financiers et les analystes de la succession suivirent l'argent. Pas tout Vicky était maligne mais suffisamment pour montrer un schéma. Des sociétés écrans qu'elle avait touchées. De fausses factures de conseil. Des paiements provenant de personnes liées à l'un des rivaux corporatifs de Greg Woodward, impatient d'humilier sa lignée cachée si elle venait à refaire surface. Samuel l'expliqua à Lydia en termes simples autour d'un café un jour. Elle ne se contentait pas d'utiliser Brandon, dit-il. Elle était utile à d'autres personnes, leur fournissant des informations, déplaçant de petites sommes, les aidant à tester les points faibles de la famille Woodward. Lydia imagina le visage calme de Vicky lors de la fête prénatale.
La façon dont elle avait dit, pour réussir, certaines personnes doivent être supprimées. La façon dont elle s'était assise dans le fauteuil de Lydia sans aucune honte. Maintenant, Vicky s'était supprimée elle-même. Elle pouvait courir, mais elle ne pouvait pas effacer toutes ses empreintes. Et plus ils en découvraient, plus cela devenait clair, Vicky n'avait pas seulement trahi un mariage. Elle avait trahi tout le monde. L'effondrement de Brandon ne fut pas une explosion dramatique. Ce fut le silence. Des appels restés sans réponse. Des réunions annulées. Des gens trop occupés. Les mêmes collègues qui avaient applaudi à la fête prénatale, qui avaient regardé Lydia être escortée vers la sortie, qui avaient filmé avec leur téléphone ces gens disparurent de la vie de Brandon dès que les conséquences arrivèrent. Personne ne voulait être lié à une fraude. Agnès essaya de le stabiliser. Elle parlait toujours sur un ton de commandement, mais sa voix ne faisait pas plier les ordonnances du tribunal. Elle n'ouvrait pas les portes fermées. Elle ne dégelait pas les comptes déjà sous enquête. En privé, Brandon arpentait de petites pièces louées, blâmant Lydia à haute voix même quand elle n'était pas là pour l'entendre. Il blâmait la mauvaise communication, la jalousie et les mauvais conseils. Mais le blâme n'était plus la question. La réalité l'était. Il perdit son statut. Il perdit sa maison. Il perdit l'illusion qu'il pouvait se débarrasser d'une personne tout en restant intouchable. Même Agnès, autrefois si bruyante, devint plus silencieuse. On ne peut pas discuter avec un système qui possède votre propre signature sur des documents frauduleux. Des mois plus tard, Lydia berçait lentement son bébé dans la chambre. Les dossiers de l'affaire étaient dans un tiroir dans une autre pièce. Les documents de la succession étaient dans un coffre ignifugé. La bague était revenue dans son petit écrin de velours. Elle n'avait pas besoin de les regarder tous les jours. Elle avait juste besoin de se rappeler qu'elle avait désormais des options si le monde redevenait froid. Son bébé bâilla, minuscule et doux. Lydia embrassa son front. « Tu n'auras jamais à supplier quelqu'un de voir ta valeur », murmura Lydia. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question d'amour, de respect élémentaire. Elle visitait encore le refuge parfois, avec la permission de Bertha, pour parler aux femmes qui venaient d'arriver. Pas comme une sauveuse, mais comme quelqu'un qui comprenait ce que l'on ressentait en étant déposé à ses portes sans rien. Elle ne leur disait pas qu'elle était la petite fille d'un milliardaire. Elle leur racontait comment elle avait commencé avec un stylo, une chronologie et la décision de ne pas disparaître. La force tranquille qu'elle avait portée toute sa vie avait enfin été autorisée à se tenir dans la lumière, et elle y restait. Lydia regarda son bébé et murmura quelque chose que seul l'enfant pouvait entendre, quelque chose comme une promesse. Ne confonds jamais la cruauté avec l'amour. Ne laisse jamais personne d'autre écrire ton histoire à ta place. Quelque part loin de là, Brandon était assis avec un téléphone silencieux dans un cercle de plus en plus restreint de personnes qui acceptaient encore de lui répondre, comprenant enfin que la femme qu'il avait abandonnée dans un refuge n'avait pas été faible. Elle avait été cachée. Et la force cachée, une fois révélée, ne retourne pas dans l'ombre. L'enquête sur Vicky et la société rivale ne s'arrêta pas au divorce de Lydia. Elle ne faisait que commencer, car la prochaine série de documents déjà en préparation dans un autre bureau discret révélerait exactement qui avait aidé Vicky à s'immiscer dans la vie de Lydia au départ, et à quel point ils étaient passés près de détruire plus que l'avenir d'une seule femme.